Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous ce soir. Donc ce soir, on va se livrer à un exercice un peu particulier pour différentes raisons que je vais très rapidement exposer avant de céder la parole à Raphaël. Il y a exactement 3 ans, deux personnes qui sont des personnes avec qui je discute régulièrement sont venus me voir et m'ont dit voilà, Monsieur Robert Papin a un bilan qu'il ne faut pas laisser partir dans les oubliettes de la culture orale. Il faut absolument que l'expérience de cet homme, on en garde une trace. Alors je resitue tout de suite le pourquoi de cette demande. Durant toute l'histoire du XXe siècle, il y a eu en France 2 grandes expériences de formation de cadres dirigeants. La première, et tu vas en reparler, c'est celle de M. Doriot, à ne pas confondre avec le Doriot qui a eu une certaine histoire durant la Seconde Guerre mondiale et un peu avant. Donc Doriot est un homme très très important. Pourquoi? Parce que après avoir fait la guerre 14-18 et en être sorti vivant, il est allé aux États-Unis. Et aux États-Unis, il a participé à une équipe de recherche qui est à l'origine en fait de la création du concept de gestion. Il est revenu au début des années 30 en France et là, il a joué un rôle déterminant dans la création des fameux CPA. Et ces fameux CPA, qui ont duré plusieurs dizaines d'années, ont contribué à former en France les cadres dirigeants qui voulaient jouer un rôle important à l'intérieur d'une entreprise. Doriot, durant la Seconde Guerre mondiale, a été nommé général dans l'armée américaine dans la planification stratégique. En sortant, il a acquis, bien entendu, la nationalité américaine. Et à la sortie de la guerre, cet homme a créé le concept de capital risque. C'est un Français, un homme d'origine française, qui a créé le concept de capital risque. Donc toute l'expérience des CPA est très très importante. Moi, je suis intervenu au CPA Jouy, dans différents CPA à une autre époque, et c'était la fameuse école des études de cas. On va revenir sur cet aspect-là. Et ensuite, il y a eu Robert Papin, qui lui n'a pas formé des gens qui voulaient accéder à des directions générales, mais qui a conçu un système de formation pour former des chefs d'entreprise. Ces 2 individus ont donc joué un rôle majeur dans la formation des élites au sein du monde des entreprises en France. Le premier, Doriot, est encore suivi par une association, je pense. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai, malheureusement, qu'en dehors du périmètre de cette association, je crois que, hélas, on est en train de perdre la mémoire de ce qu'il a fait, ce qui est bien dommage, vu l'importance de son œuvre. Et Robert Papin, malgré un colloque qui lui a rendu hommage il n'y a pas si longtemps devant ses anciens élèves et grâce à HEC, c'est quelqu'un dont on risquait aussi de perdre très rapidement la mémoire. Donc on a décidé de faire écrire un ouvrage suite à de longues interviews qu'on a menées en présence de Robert Papin. Cet ouvrage, Raphaël Chovancy, ici présent, en est l'auteur. Il va vous le présenter, il va vous dire exactement comment il a procédé. Je tiens simplement à rappeler que les longues interviews avec Robert Papin ont été d'autant plus intéressantes qu'on ne s'est pas limité à sa vie, qu'on ne s'est pas limité à son apport. Vous savez qu'il a écrit des livres chez Duno, je crois, oui. Qui ont été vendus à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a laissé encore des traces écrites du savoir-faire qu'il a conçu. Mais on est allé beaucoup plus loin dans les discussions.
qu'on a tout de suite remarqué, et on va y revenir, c'est que le problème, c'est qu'en allant plus loin dans les discussions, ça révélait un certain nombre de choses. On va en reparler dans la deuxième partie de notre échange. Donc j'ai eu la chance d'avoir Raphaël comme étudiant à l'EGE, et surtout Raphaël est devenu militaire, il est officier dans l'armée française, il est basé en ce moment en Grande-Bretagne. Tout à fait. Et Raphaël a écrit plusieurs ouvrages, il pourra vous donner ses titres, et je savais qu'il avait une bonne plume, mais pas seulement ça, parce qu'en fait on travaille l'un et l'autre avec Raphaël sur le concept de puissance. Tu vas préparer une thèse d'ailleurs. Tout à fait. Et cette complicité intellectuelle m'a amené à lui demander s'il voulait bien rédiger cet ouvrage. Ce qu'il a fait. Donc je vais lui céder la parole. On va essayer d'être interactif parce que vous voyez, vous verrez très vite que cet ouvrage n'est pas du tout anodin. Et s'inscrit bien dans ce que nous sommes en train de préparer ici. Et selon l'échange et la spontanéité dans l'échange, je ferai allusion à certains éléments très très précis de la vie courante qui nous amènent à replacer cet ouvrage dans des événements à venir qui ne seront pas, je pense, qui ne passeront pas inaperçus. Je cède la parole. Merci Christian. Alors en préambule, je voudrais citer une citation du philosophe Gustave Thibon qui disait que du défaut de formation naissait le conformisme. Et je crois qu'un des gros défauts aujourd'hui du système de formation des élites françaises, aujourd'hui et depuis plusieurs décennies, c'est justement ce conformisme. Ce conformisme qui est dû à quoi? Qui est dû à un système de formation qui n'est plus aujourd'hui compétent, compétitif, réaliste et adapté aux circonstances du monde contemporain. Alors je viens d'Angleterre, comme l'a dit Christian. Les Anglais commencent toujours leurs interventions par une petite histoire drôle. Comme je ne suis pas anglais, je vais raconter une histoire triste. Il va être question de fraises et de mort. Donc, repartons quelques années en arrière, 200 ans en arrière, le 18 juin 1815. Et donc, imaginez le champ de bataille de Waterloo. Imaginez la garde impériale qui intervient face aux Anglais, les charges de cavalerie du maréchal Ney. Gardez ça en fond de tableau. Déplaçons-nous de quelques kilomètres, franchissons un petit bois ensoleillé. Et là, on voit des troupes françaises au repos, avec un général installé sur la terrasse d'une auberge qui mange des fraises. Ce général, c'est Grouchy, qui entend le bruit du canon. Il n'est pas très loin du champ de bataille. Il entend le bruit du canon et ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il n'a pas perçu les enjeux de la bataille qui se déroulait non loin. Il n'a pas perçu non plus l'importance qu'il y avait pour lui, général, de prendre l'initiative. Il n'a pas reçu d'ordre. Et donc, les fraises de Grouchy, pour moi, c'est le symptôme typique de la faillite des élites françaises, qui ne sont pas capables de resituer les événements dans leur portée stratégique, qui ne sont pas capables non plus d'intervenir, de prendre leurs responsabilités, d'intervenir, de prendre l'initiative. Alors, faisons attention de ne pas manger les fraises de Grouchy. Le petit livre que j'ai écrit, que je vais vous présenter, traite principalement de Robert Papin, Christian l'a dit, et de Doriot. Un fil rouge relie ces deux hommes, c'est leur expérience militaire. Les deux qui ont une œuvre majeure en termes de formation des élites, tous deux ont été bercés, si on peut être bercé au son de la musique militaire, mais en tout cas ont été baignés dans le bain militaire. Et c'est vraiment le fil rouge, c'est ce qui les relie. Alors Georges Doriot, tout d'abord. Alors Georges Doriot appartient à la bonne bourgeoisie française. Son père est un des pionniers de l'automobile. Il fournissait des moteurs pour la marque anglaise Bentley notamment. Bonne famille protestante. Jeune étudiant brillant, la guerre éclate. Doriot fait la guerre dans l'artillerie en 1917, termine la guerre brillamment, part aux États-Unis. Et là, aux États-Unis, il va avoir une révélation, une double révélation déjà. Le système de formation d'Harvard, qui tranche complètement par rapport à la formation dispensée en France à la même époque. J'y reviendrai. Il existe également des usines américaines. Et seconde révélation, il découvre que ce que faisait son père, ce que fait l'industrie française à l'époque, est encore en grande partie artisanale par rapport aux méthodes de rationalisation américaines. Et là, Doriot se dit qu'il y a quelque chose à faire, à importer en France peut-être, et en tout cas pour lui-même, à intégrer.
intégrer un nouveau mode de formation des élites et intégrer une nouvelle organisation du travail et des capitaux. Alors, comme Doriot est un personnage original, il ne terminera pas ses études à Harvard. En fait, il n'y fera qu'un an, il abandonnera ses études, partira travailler dans l'industrie américaine et sera appelé à nouveau. Il se sera illustré pendant la petite année qu'il a passée là-bas, il aura gardé les contacts et sera appelé à nouveau 4 ans plus tard, cette fois-ci directement comme enseignant. Donc je crois qu'il est le seul enseignant d'Harvard à être diplômé d'ailleurs. Donc personnage assez intéressant, qui va vouloir ramener en France ce qu'il a appris aux États-Unis. Ça va être la création des centres de perfectionnement aux affaires, effectivement. J'y reviendrai tout à l'heure. Je parle notamment des méthodes qu'il a importées en France. Doriot poursuit sa carrière d'enseignant à Harvard. La Seconde Guerre mondiale éclate. Doriot, en bon patriote français, se présente à l'ambassade de France et demande ce qu'il peut faire pour servir son pays, pour lutter contre l'Allemagne nazie. Donc là, Doriot va se heurter à l'inénarrable administration française, et on va voir aussi la différence de perception entre les Français et les Américains dans le traitement de leurs élites et la gestion, si je puis dire, des ressources humaines. On dit à Doriot qu'il a 40 ans, et qu'à 40 ans, on ne se bat plus. Alors Doriot explique, il peut très bien ne pas aller sur le front, faire autre chose, il a des capacités, il a des compétences à apporter. Il a 40 ans, à 40 ans, on ne va plus sur le front. Comme il insiste, on finit par lui proposer une place de chauffeur. Donc Doriot tourne les talons, salue poliment, s'en va. Quelques mois plus tard, Doriot avait épousé une Américaine, se fait naturaliser. Quelques mois plus tard, les Américains, eux, vont faire un lieutenant-colonel, un colonel et un général, pour exploiter ses compétences. Et quelles sont ces compétences? Elles vont être exploitées dans le cadre de la planification de l'intendance. L'armée américaine sait qu'elle va devoir intervenir dans le conflit, quelle que soit l'opinion américaine. Or, une guerre, surtout une guerre comme celle qui se prépare face à l'Allemagne, au Japon, nécessite quoi? Nécessite une préparation. Et donc c'est Doriot qui va préparer et coordonner le matériel, les équipements, qui permettront aux boys américains d'intervenir aussi bien sur le théâtre du Pacifique que sur un théâtre désertique, qu'en Europe, etc. C'est lui qui va notamment créer différents types de rations, différents types d'équipements. Je passe les détails, on n'a pas trop de temps. Je pourrais répondre à vos questions si vous en avez après. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on va lui laisser quasiment carte blanche. Il va réunir des équipes de personnes qui connaissaient d'Harvard auparavant, et également des experts de tout domaine, scientifiques, psychologues, etc. Avec une méthode qui sera systématiquement dans des « what if » et si, et si, et si. Pour essayer d'approfondir le plus possible et entrer au fond du sujet. Fond du sujet qui va l'amener à avoir une vision particulière et de se rendre compte que la guerre et l'économie sont inextricablement liées. Il va participer à l'organisation de l'économie de guerre américaine et voir qu'en fait, le monde militaire et le monde économique ne sont pas séparés comme certains le croient, mais qu'au contraire, ils sont intimement entremêlés. Il va tellement s'illustrer à la tête donc, de ce département qu'on lui demandera de rester après-guerre. Doriot refusera et repartira enseigner. De cette expérience fondatrice, il va retenir une chose. J'insiste bien dessus. C'est le fait que l'économie n'est pas séparable de la guerre. De son expérience, il va en tirer quelques idées, et la première d'entre elles va être la notion de création du capital-risque. Le risque est une notion commune aux militaires et à l'entrepreneur. Le risque comme opportunité, et pas comme pari. C'est quelque chose qu'il a retenu. Donc Doriot crée le capital-risque. Capital-risque qui consiste en quoi? Grosso modo, à investir dans de petites entreprises qui ont besoin de capitaux et qui sont porteuses de projets qui semblent intéressants. C'est quelque chose qui va révolutionner l'économie. La fin du XXe siècle au XXIe siècle, les plus grandes sociétés que vous connaissiez aujourd'hui, que ce soit aujourd'hui ou hier, mais Intel, Google, Apple, etc., se sont toutes développées grâce au capital-risque. Très intéressant, Georges Doriot a une culture du combat économique. Simultanément, il décide en France d'aider cette pauvre France qui veut faire de ses citoyens les plus brillants des chauffeurs, aider à former ses élites. Donc Doriot va importer en France une méthode qui va révolutionner l'enseignement des écoles de management, qui est la méthode des cas. En quoi consiste cette méthode? Tout simplement prendre des cas réels d'une quinzaine de pages, qui sont distribués avec également une bibliographie. Les étudiants étudient individuellement, se réunissent en équipe, cherchent des solutions, les présentent en cours, et le professeur n'est pas là pour dispenser un cours, mais pour arbitrer entre les différentes solutions. Je résume à l'extrême, on pourra entrer davantage dans les détails, je suis déjà trop bavard. Cette méthode des cas, très intéressante, va permettre
va avoir de nombreux avantages. Elle permet d'impliquer chaque étudiant directement, au lieu de recevoir passivement un cours, chacun est acteur de sa formation. Elle permet de développer le travail en équipe. Elle permet de développer également les capacités analytiques. Donc une méthode qui véritablement apporte beaucoup. Je vous parlerai ensuite des limites. Dernière chose, avant de passer à Robert Papin, je vous ai parlé de capital risque. Je vous ai dit que Doriot était le fondateur, le créateur du capital risque. Le capital risque, dans son esprit, n'était pas fait uniquement pour apporter de l'argent. Le capital risque, comme l'économie, je vous ai dit que pour lui, et que l'économie ne pouvait pas être séparée d'une notion de guerre, le capital risque, pour lui, entre dans sa vision globale. Quelle est sa vision globale? Sa vision globale est celle de l'Occident. Un Occident articulé autour d'une Amérique dominante. Le capital risque, et il l'a écrit, c'est pas qu'il l'invente, il l'a écrit. Le capital risque doit permettre aux Américains, par un système de veille et ensuite d'implantation des capitaux, de récupérer les meilleures innovations européennes. Pour fédérer les forces au sein de l'Amérique gardienne du monde libre, qui se doit d'être la première puissance de l'Occident, les États européens étant destinés à rester des satellites pour leur bien-être et celui du monde, dans un cadre de guerre froide à l'époque. Ce qui est terrible, c'est que cette vision, dont on peut penser ce qu'on voulait au temps de la guerre froide, j'entrerai pas une polémique là-dessus, quoique j'ai ma petite idée, mais cette vision est celle qui a imprégné nos élites, et celle qui a imprégné tous les cours de nos écoles de management jusqu'à aujourd'hui. Et c'est encore la grille de lecture de la plupart de nos élites. Je laisse Doriot qui poursuit sa vie tranquillement, qui finit par quitter Harvard d'ailleurs, je crois, au milieu de fin des années 60, parce qu'il considère qu'Harvard ne lui laisse plus la liberté de parole qu'il voulait. Robert Papin. Robert Papin. Alors lui, c'est le pur produit de la méritocratie à la française. Son père était lui-même fils d'agriculteur, a réussi à se hisser jusqu'au statut d'instituteur de campagne, statut enviable à l'époque, donc tout petit notable de province. Et Robert Papin va exceller dans les études, maths sup, maths spé, jusqu'au moment où une petite anecdote va changer sa vie. Il est étudiant, une pétition signe contre la guerre d'Algérie. Robert Papin, qui n'en pense pas moins, signe, dit-il, pour faire comme tout le monde. Bon, ce qui aurait pu être une petite concession à l'esprit du temps, sans grandes conséquences en fait, va en avoir, puisque suite à cela, Robert Papin va réfléchir un petit peu sur le conflit, sera attiré à la fois par l'aventure, parce qu'à 20 ans on est attiré par l'aventure, et à la fois par ce que pourrait lui apporter une expérience de guerre. Robert Papin se dit que la seule école du commandement véritable est l'école militaire et l'école de la guerre. Et donc cet esprit d'aventure lié à cette aspiration à l'école du commandement le conduit à résilier son sursis, abandonner sa deuxième année de maths spé et demander à s'engager parmi les troupes d'élite de l'époque, les parachutistes coloniaux. Il va très vite faire les EOR, officier de réserve. Il arrive à intégrer le fameux 11e choc, les commandos de choc, commandos parachutistes de choc, où il est chef de section. Robert Papin, là, s'initie au commandement des hommes parfois durs. On pourra en reparler, pareil, je passe toujours très vite. S'initie au commandement des hommes. Une autre anecdote, nous sommes dans la période troublée de la guerre d'Algérie, putsch des généraux, et les chefs du 11e choc ont une certaine sympathie pour le putsch d'Alger. En fait, ils ont une telle sympathie qu'il est prévu que les parachutistes du 11e choc, basés à Perpignan, sautent sur Paris. Et la première section à sauter doit être celle du lieutenant Papin. Pour des raisons diverses, ça ne se fera pas, mais on voit que Papin a acquis une école du commandement et ne recule pas devant un certain esprit subversif. Peu après un incident de tir le rend à moitié sourd, il manque d'être réformé, et là, rencontre avec le capitaine commandant les plongeurs de combat, donc la crème de la crème, l'élite de nos forces, si on veut, qui le contacte en raison des études qu'il a pu faire auparavant, en lui demandant de créer un engin sous-marin à destination des plongeurs de combat. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il a fait des études de maths sup et maths spé. Ce sont ses seules compétences dans le domaine. Robert Papin accepte, de toute façon avait-il vraiment le choix, et se trouve embarqué pour la Corse. Cette expérience va être fondamentale pour lui. Normalement, évidemment, cette unité était réservée aux soldats de carrière. Donc, alors qu'il se voyait déjà réformé, il arrive à l'intégrer. Il se retrouve dans un environnement particulier de soldats d'élite, très soudés, extrêmement compétents et autonomes. Il va, j'aurais beaucoup d'anecdotes à vous raconter, mais ce serait trop long. Il va commettre des erreurs, et en fait acquérir là une véritable... c'est ça qu'il va acquérir les véritables fondements du commandement qu'il cherchait. Les véritables fondements de ce qui lui permettra ensuite de transmettre
une vision du commandement et du management particulière. Robert Papin va quitter les nageurs de combat à la fin de la guerre d'Algérie sur les conseils de son capitaine, qui dit qu'une armée de temps de paix risque de sombrer dans la bureaucratie, qu'elle s'y ennuiera. Et là, il va enchaîner un nombre incalculable de diplômes, de qualifications, dont je vous passe les détails. Il finira par enseigner 1 an à Stanford, pour se retrouver à HEC, dans une petite division, celle des petites, moyennes et nouvelles entreprises, dont plus personne ne veut, et qu'il va mettre à sa main, qu'il va reprendre pour en faire HEC Entrepreneur. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire d'HEC Entrepreneur, qui ne serait pas très intéressante. Ce qui est intéressant, c'est les méthodes qu'il va mettre en œuvre. Je vous ai dit que Papin avait été enseignant à Stanford. À Stanford, il a vu la méthode des cas, qu'il avait déjà vu un petit peu en France avant, mais il a approfondi ses connaissances de la méthode des cas, cette méthode que Doriot implantait en France. Et en fait, cette méthode qui le fascinait au début, va lui sembler insuffisante. Il va la critiquer. Pour quelques raisons. La première, c'est que pour lui, elle forme des très bons analystes. Éventuellement des décisionnaires, mais pas des chefs ni des entrepreneurs. Des chefs de bureau, si on veut. Deuxième défaut de cette méthode, c'est que généralement, chaque département prend ses propres cas. Les étudiants travaillent sur chaque cas. Mais dans la vraie vie, la vie des entreprises, les cas sont toujours entremêlés. Donc cette organisation, cet enseignement en tuyau d'orgue qui vise à séparer les différentes composantes de l'entreprise est une vision qui ne peut pas ensuite s'appliquer au réel. Alors c'est intéressant dans le cadre de l'entreprise, si on veut élargir un petit peu, c'est intéressant également au niveau cognitif, c'est-à-dire que selon Papin, je pense qu'il a raison, on ne peut pas appréhender un problème si on ne le saisit pas dans ses globalités. Et c'est sans doute un des défauts également de l'enseignement à la française, c'est cette organisation et cette conceptualisation en tuyau d'orgue. Donc ce que propose Robert Papin, lui, c'est une formation en 1 an, aux étudiants qui auraient Bac plus 4, Bac plus 5, qui se limiterait à 25% de cours théoriques, et ensuite qui s'axerait sur ce qu'il appelle les formations-actions. Qu'est-ce que c'est que les formations-actions ? Ce ne sont pas des stages en entreprise, ce sont de véritables missions en entreprise. Par équipe de 3, les étudiants mixés de tout recrutement, toute origine, ingénieurs, littéraires, HEC, etc., regroupés par équipe de 3, qui changent à chaque mission, qui se retrouvent pendant 5 semaines, une mission de création d'entreprise, véritable création d'entreprise, mission de reprise d'entreprise en difficulté, donc véritable entreprise en difficulté, une mission de 3 mois, si je me souviens bien, de bras droit d'un chef d'entreprise, etc. Pourquoi ? Pour leur donner une expérience réelle de ce que c'est qu'une expérience réelle de l'entrepreneuriat. Et le succès, en fait, va être tel que son petit département d'HEC qui était oublié va devenir la filière la plus sélective et la plus demandée. Le succès va être tel que la moitié de ses anciens étudiants occupent aujourd'hui un poste de directeur général ou de PDG. Mais en balayant complètement les présupposés ou les tabous de l'enseignement supérieur à la française, qui a tendance à séparer le monde de l'entreprise du monde de l'enseignement. Lui, au contraire, il a très peu d'enseignants. La plupart de ses enseignants sont des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui viennent faire part de leur expérience. Bon, évidemment, comme il faut bien un fond théorique, le fond cognitif, intellectuel, etc. est présupposé par la sélection, et les malheureux étudiants récupèrent des piles de livres à lire et une importante bibliographie. Qu'est-ce qui relie Papin à Doriot, je vous l'ai dit, c'est le cadre militaire. Doriot, lui, a connu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les structures, la vision stratégique, le moment où en fait les rapports mécaniques de force vont aboutir à désigner le vainqueur, quelle que soit la manière dont les futurs vaincus se débattent ou se battent. Donc lui aura une vision très stratégique, une vision globale. Robert Papin, lui, a été formé parmi les commandos. Il aura une vision, je dirais, plus tactique. C'est-à-dire que pour Robert Papin, on a souvent dit que la guerre était un art ou une science. Alors je ne dis pas que Doriot disait que la guerre était une science, puisqu'il disait que l'économie n'avait rien du science, c'était plus un art. Mais Doriot se placerait plus sur une vision scientifique et globale. Papin se placerait plus au niveau de l'art, si je puis dire. Beaucoup moins théorique, beaucoup moins conceptuel, mais extrêmement pragmatique. Ce qui est intéressant, c'est d'imaginer ce que pourrait être une formation reprenant la culture de combat d'un Doriot, la vision globale d'un Georges Doriot, reprenant les méthodes très pragmatiques et efficaces d'un Robert Papin. Et là-dessus, coiffé d'une grille de lecture rénovée, qui corresponde à une lecture, à une vision réelle du monde contemporain tel qu'il est, et non plus à la vision datée
d'un monde dominé par l'Amérique, qui est une vision qui a été inoculée dans l'enseignement supérieur français, notamment les écoles de management, de commerce, etc., par Georges Doriot, une vision, je le rappelle, qui date du début des années 50. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la grille de lecture de nos élites est une grille de lecture qui a 60 ans de retard. Voilà, j'ai essayé d'être assez rapide. Maintenant, avec Christian, nous allons pouvoir peut-être approfondir et passer quelques coups de projecteur sur certaines pistes que j'ai pu ouvrir. Alors, je voulais justement compléter ce que tu dis par des éléments de rebond qui vont rejoindre ce que tu viens de dire. Vendredi dernier, j'étais à Belfort, à l'invitation des syndicats de Belfort. Essentiellement deux syndicats, le syndicat Sud et le syndicat CGC-CFE, donc Confédération Générale des Cadres. C'était des assises, entre guillemets, de l'industrie et de l'énergie. L'intérêt de cette conférence, c'est d'avoir resitué, notamment avec des grands témoins, je pense notamment à deux d'entre eux, Loïc Le Floch-Prigent, qui a quand même été PDG de Rhône-Poulenc, d'Elf Aquitaine et de la SNCF, et d'un journaliste, Jean-Michel Quatrepoint, qui a écrit des ouvrages importants, dont le premier portait sur un bilan stratégique au bon niveau, dans le sens que tu dis, sur l'industrie informatique française, et qui a contribué à montrer qu'un homme comme le général de Gaulle, à l'époque où la Ve République était au firmament, c'est-à-dire il avait du pouvoir, a totalement échoué, cet homme, parce qu'il s'est heurté à ce dont tu viens de parler, c'est-à-dire que les grands capitaines de l'industrie de l'époque, je pense notamment à M. Ambroise Roux à la tête de la CGE, mais pas simplement lui, n'ont pas cru une seconde à l'intérêt d'avoir une démarche de puissance pour créer une industrie informatique au service de l'économie française et de la puissance de la France. Donc, ne perdons pas de vue ce petit détail quand même qui date de la période années 60. Et pour en revenir à ce qui s'est passé à Belfort vendredi dernier, au-delà des témoignages, il a été précisé une chose. La nécessité absolue pour un pays comme le nôtre aujourd'hui de recréer une infrastructure industrielle sur des secteurs majeurs. Et c'est vrai qu'en ayant travaillé avec des ingénieurs de Sud qui, contrairement aux clichés habituels, le travail qu'on a eu avec les ingénieurs de Sud ici ou de la CGC-CFE, c'est comment ancrer une activité économique à partir des ressources d'un territoire et non pas en étant complètement polarisé sur un élément guide qui est l'attractivité du capital étranger pour la France. La différence entre ces deux éléments. En travaillant avec les gens de Sud et de la CGC-CFE, on a comparé ce qu'est une dynamique industrielle et une dynamique financière. Et en travaillant sur le cas de General Electric en particulier, qui est une très très belle étude de cas, on voit bien en quoi la dynamique financière de General Electric a plombé toute une partie de sa réalité industrielle. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, je vous cite simplement cette conférence parce qu'un des objectifs, c'est de faire non pas repartir la machine à vapeur dans l'autre sens, mais de souligner que pour un pays comme le nôtre, il est vital de reconstruire une base industrielle. Et ça va de pair avec une autre information qu'on échange justement avec Raphaël, c'est de voir apparaître au sein des grandes écoles des individus venant de l'école des mines, venant de Polytechnique, qui sont en ce moment en train de créer un réseau, en discutant avec des étudiants d'HEC, de Sciences Po ou d'autres, pour s'intéresser à l'avenir de la France, de son développement et à la problématique industrielle. Et ceux-là ne suivent pas le même chemin que ce que me confiait récemment un de mes anciens étudiants qui vient d'avoir une thèse à Stanford,
et qui présidait l'association des 150 étudiants français de Stanford, où seulement 15 d'entre eux, de son témoignage, s'intéressaient encore à leur pays d'origine. Donc on est bien aujourd'hui à un tournant, et ce qui nous a interpellés, Raphaël et moi, quand on a travaillé sur ces fameuses interviews, quand on a échangé ensemble, c'est que effectivement, le problème de la formation des élites françaises, et j'en discutais avec l'un d'entre vous à midi avec le général Desportes, qui a beaucoup écrit sur la stratégie, c'est qu'elles ont été formées, ces élites, à partir d'un prérequis, celui que tu as souligné de manière très très précise par rapport à Doriot, c'est la dépendance à l'égard d'un système extérieur. Dépendance d'un système de référencement pédagogique, qui est le système américain. Et que cette dépendance a été tellement intériorisée, que quand on a discuté avec Robert Papin sur « mais il manque quoi à votre système ?» qui est génial, vous avez formé plusieurs centaines de dirigeants, il y a 1 million d'emplois créés en bilan, etc. Il manque quoi par rapport au monde actuel? Il manque une chose essentielle, l'étude des angles morts. Et l'étude des angles morts, c'est quoi? C'est la réalité chinoise, par exemple, qui n'est quand même pas tout à fait un épiphénomène. C'est-à-dire qu'il est évident qu'en formant bien un PDG à la méthode Papin, il n'est pas sûr que ce PDG puisse faire face à l'action du bureau politique du Parti communiste chinois ou à la contradiction entre Pékin et Canton, la contradiction entre la Chine, version Parti communiste pur et dur, et les petites Chines, version dialogue marchand avec le monde, occidental en particulier. Donc là, il y a un premier angle mort d'ordre stratégique. L'homme qui nous a révélé cet angle mort, on peut le remercier, et heureusement, ça nous permet de prendre la parole aujourd'hui, sans avoir la montée immédiate des protestations. C'est M. Donald Trump. Avec M. Donald Trump, et pas lui tout seul, on commence un tout petit peu à susurrer ici et là en France, y compris, ai-je cru comprendre, dans l'entourage du président de la République, que l'expression guerre économique n'est pas une vue de l'esprit. A un sens, qu'on peut même la resituer dans les rapports de force actuels qui opposent un certain nombre de puissances. Et que cette réalité-là, elle est à côté d'une autre, qui est celle du marché, de la mondialisation des échanges telle qu'elle a été vue et prolongée dans les années 90, et que toi, tu es revenu à travers le travail de mémoire sur la méthode Papin. Tout à fait. Tu as découvert des choses. Il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir pour rebondir un petit peu sur ce que vous venez de dire, sur ce nouveau contexte de guerre économique. Il ne faut pas oublier que les Européens, se sont considérés comme des Occidentaux, j'en ai parlé, je ne vais pas revenir dessus. Les Européens ont l'habitude pendant des siècles d'avoir le monopole de la force militaire. Mais ils ont eu l'habitude également pendant des siècles d'avoir le monopole de la puissance économique. Et donc en fait, cette idée d'Occident, c'est l'idée que même en s'articulant autour des États-Unis, de toute façon, le jeu se jouait exclusivement entre cousins finalement, entre pays européens et américains. Alors aujourd'hui, la donne a complètement changé, c'est ce que vous soulignez très bien. La donne a complètement changé. Non seulement les Américains sont des concurrents, mais à la rigueur, certains pourraient dire, ce sont des concurrents, mais nous appartenons plus ou moins au même monde, qu'on soit d'accord ou pas. Et ce n'est même plus la question. C'est que de nouveaux acteurs sont entrés, notamment la Chine, qui ont littéralement fait voler en éclats ce schéma. L'Europe et les États-Unis, donc émanation de l'Europe si on veut, l'Europe aujourd'hui émanation des États-Unis, peu importe, mais l'Europe et les États-Unis n'ont plus du tout le monopole de la force militaire, de la force économique, de la force intellectuelle, n'ont plus du tout le monopole de la puissance. Et ça, c'est une révolution qui est fondamentale et qui, effectivement, qui aujourd'hui n'est pas encore apparue, même à travers les grilles de lecture de Doriot, j'en ai parlé, et même de Robert Papin,
qui est très technique et pragmatique, qui apporte des méthodes remarquables, mais comme vous disiez très bien, qui ne peuvent pas apporter de réponse à la machine de guerre économique chinoise, notamment. Et c'est vrai que M. Pinault et M. Arnault, malgré leur grand succès individuel, à la tête des empires industriels qu'ils ont construits, ne sauveront pas la France. Et tout le problème est là, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un des angles morts, et on en a parlé avec Robert, et je pense que si Robert ne subissait pas une certaine pression venant d'un certain monde pour lui dire « n'allez pas dans cette direction, ne parlez pas de guerre économique, c'est un non-sens, c'est quelque chose qui va à l'encontre de votre bilan, c'est quelque chose qui va à l'encontre de l'image que vous avez laissée auprès de vos anciens étudiants. » Attention, la ligne de fracture, elle est très très importante à ce niveau-là. Ce milieu-là ne veut pas entendre parler de ce que Raphaël a dit. Alors que tout ce que Raphaël a dit, de passant de Doriot à Papin, est inscrit dans le marbre. Ce milieu-là ne veut pas en entendre parler. Et c'est intéressant d'avoir cette cloche de fonte sur le débat. C'est intéressant d'entendre parler le général Desportes à midi, tu étais témoin, Nicolas, qui nous dit « Mais oui, l'énorme problème, c'est que nous n'arrivons pas à nous extraire de cette dépendance qui a forgé les élites françaises pendant 70 ans au moins. On n'y arrive pas. Et on y arrive tellement peu que toutes les tentatives pour le faire se heurtent à, non pas un plafond de verre, mais un système cognitif avec toutes les conséquences concrètes qu'on constate. Donc, lorsqu'on aborde ces questions-là, vous voyez où est-ce qu'on met le curseur. C'est-à-dire, on met le curseur sur un problème central en France, qui est que, dès lors qu'on parle de la France et de l'Europe, si on n'évoque pas la recherche d'autonomie, je reprends la phrase de Desportes à laquelle j'adhère entièrement, en sortant de la réalité de la dépendance cognitive dans laquelle on est depuis 70 ans, ça ne marchera pas. Et là est le vrai problème, d'où l'importance de l'ouvrage que tu écris, parce qu'il faut resituer les choses. On n'est pas sur une surface lisse. La surface lisse, c'est de dire HEC a fait son boulot et continue à le faire, et c'est de très haute tenue. L'INSEAD fait son boulot et continue à le faire, et c'est de très haute tenue. Si on s'arrête à ça, tout le reste passe dans les oubliettes. Tout le reste devient un non-sujet. Et c'est pas possible. C'est pas possible dans la mesure où aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, j'étais récemment avec un individu qui intervient à l'EGE, qui est dans le monde des affaires, qui a été formé d'ailleurs dans le moule, on peut dire, ingénieur commercial, et qui se confronte à des opérations de guerre économique. On va mettre ça en ligne, d'ailleurs, il y a une étude de cas qu'on va sortir sur le site epge.fr, c'est sur la DHA. Et vous verrez comment une opération de guerre économique scie les reins d'une démarche française, où il y a une innovation prépondérante, et où, malheureusement, là, ce n'est pas les Chinois, c'est les Américains, l'opération réussit pour, c'est pas encore mort heureusement, mais très fortement amoindrir une démarche innovante qui pourrait être très utile, pas simplement pour faire un Pinault ou un Arnault, mais à l'économie française, à l'avenir de ce pays, à ses logiques de territoire. Car vous l'avez bien compris, ce qui nous lie tous les deux et ce qui nous lie à ce lieu, c'est que lorsque nous parlons d'économie et d'entreprise, nous mettons en avant un souci majeur qui est le développement de ce pays et le développement de l'Europe. Et c'est corrélé à un constat que
ce n'est pas en additionnant les victoires des Pinault et Arnaud et en tirant égal qu'on arrive à la réponse. Ça, c'est le défi intellectuel qui est en train d'apparaître, et pas simplement en France. Et pourquoi j'ai souhaité que Raphaël écrive ce livre? C'est parce qu'il est militaire, parce qu'il a écrit des livres. Tu as écrit notamment un livre qui est bien entendu passé complètement inaperçu, mais sur le siècle de Louis XVI. Oui, sur la puissance française à la veille de la Révolution. Où tu démontres quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire une démarche, une pensée, avec un homme aux côtés de Louis XVI, dont on peut rappeler le nom. Oui, Vergennes. Qui a une démarche de puissance qui n'est pas qui n'écrase pas l'autre, qui est une sorte de puissance, entre guillemets, adoucie, où il n'y a pas forcément une volonté de coloniser à tout va. Je crois que c'est dans ton livre que j'ai vu que les Français avaient découvert Hawaï et ne l'avaient pas colonisé. Tout à fait. Et qui se souvient de Vergennes, qui se souvient de cette volonté de puissance totalement différente de celle qu'on va voir par la suite, notamment sous Napoléon Ier, etc., etc. On est au cœur du débat. Le débat actuel qui est en train de prendre corps est en train de se développer, malgré, je dirais, le rapport de force, se joue sur ces questions. Qui parle de ce pays? Qui parle de l'avenir de son économie? Alors je me félicite, j'ai appris il y a peu de temps que le MEDEF allait créer une commission souveraineté. Vous avez bien compris qu'on n'a jamais employé ce mot-là. On parle de reconstruction industrielle, par exemple. On parle de traitement des angles morts. On parle de sortir d'un système de dépendance cognitif pour retrouver, comme le dit le général Deportes, une autonomie d'action au niveau stratégique. Donc il est évident que le but, à travers un tel ouvrage, d'abord, c'est de resituer ce qu'ont fait un homme comme Doriot et un homme comme Papin, et qu'il ne faut surtout pas en perdre la substantifique moelle, les apports, et ce que ça a généré comme bénéfice. Mais en reliant ça au reste, en n'ayant pas ce côté tranché de dire ce que Papin a fait, c'est HEC Entrepreneur, c'est tout à fait juste, et ça s'arrête à HEC Entrepreneur. Le Robert Papin d'aujourd'hui, en regardant derrière lui et le bilan sur sa vie, c'est qu'on peut discuter avec lui des angles morts, justement. C'est qu'on peut discuter des choses qu'il reste à faire. C'est qu'on peut discuter des ruptures cognitives nécessaires, comme le général Deportes le souhaite, par exemple. Et j'ai bien dit le général Deportes, c'est-à-dire ce lien entre le militaire et le civil, qui en France a subi beaucoup d'épreuves pour en arriver à pas grand-chose aujourd'hui en termes de perception. C'est ça qu'on veut faire renaître. Et l'ouvrage de Raphaël, c'est une pierre dans la construction de cet édifice pour faire passer deux idées majeures. L'économie ne peut pas être dissociée de l'histoire de la guerre. Autrement dit, il n'y a pas d'un côté le marché et de l'autre ce qui se passe au niveau des États. C'est croisé. Et la politique internationale aujourd'hui est une leçon de choses pour ça. Les GAFA ne peuvent pas aller en Chine. Ou lorsqu'ils y vont, ils font de telles concessions qu'ils y perdent leur âme et une partie de leur intérêt économique. Et ça, c'est pas le monde financier qui change la donne. Il ne peut pas. Il n'en a pas le pouvoir. Il n'en a pas les moyens. Donc ça, c'est déjà, quand on dit ça, on entre sur un angle mort très particulier qui consiste à dire non, le pouvoir financier n'a pas la puissance qu'on lui attribue dans tous les registres du monde économique, contrairement aux apparences ou aux certitudes affirmées. Donc c'est ces séries d'éléments-là qui nous ont amenés, grâce à deux personnes dont je vais citer les noms, Jean Alarméus,
qui a recréé à Kellern l'école des nageurs de combat, qui est un homme qui a passé 15 ans à conseiller le patron des ciments français, donc qui a été un personnage déterminant d'une certaine science, et pas n'importe laquelle, aussi bien des nageurs, le point de contact avec Robert, que du service action de la DGSE, et ensuite de la guerre économique pour le patron d'une entreprise. C'est un personnage, et non des moindres. Et Thomas Janier, qui s'occupe aujourd'hui de l'association Ad Augusta, les blessés psychologiques de guerre, et qui a été formé à l'OGE, et qui a aussi, lui, un passé très intéressant. Son père a été un des ambassadeurs de choc du Quai d'Orsay dans les ambassades difficiles, et Thomas l'a suivi dans ces ambassades, en Irak ou ailleurs. Et c'est ce mélange-là, avec la nouvelle génération, que représente Raphaël Chauvency, qui aboutit à ce qu'on vous a présenté ce soir.